Bonjour tout le monde, bienvenue dans le tout premier épisode dans ton canapé. Mais surtout, bienvenue dans le paddock. C'est ici que je vais vous parler de Formule 1 parce que c'est un sport que j'adore. On va pouvoir discuter courses, pilotes, compétition, ingénierie, rivalité, bref, je vous invite à découvrir ou à redécouvrir la Formule 1 en ma compagnie. Et aujourd'hui, on est en plein dans la pause estivale. On a passé la moitié des courses, 14 sur 24. Si tout se passe bien, vous devriez entendre ce podcast avant le retour des courses. On va donc voir ensemble ce qui s'est passé pendant cette première partie de championnat du monde de Formule 1. Qui sont les vainqueurs? Qui sont les perdants? Qu'est-ce qu'on doit attendre pour la suite de la saison? On en parle tout de suite. Max Verstappen, triple champion du monde en titre, est actuellement premier du championnat avec 277 points, soit 78 points d'avance sur le second. Comme l'année dernière, Max Verstappen mène le championnat depuis la première course. Dit comme ça, on pourrait s'imaginer une saison ennuyante, dominée par Verstappen sur tous les points, comme en 2023 finalement. Et pourtant non, 7 vainqueurs différents. On n'a pas connu ça depuis 2012. Et je pense que peu de personnes auraient parié là-dessus en début d'année. Mais avant de parler de tout ça, parlons un peu de l'écurie Red Bull en général. Grâce à Max Verstappen, l'équipe reste devant au championnat constructeur avec 42 points d'avance sur les seconds, McLaren. Red Bull est arrivé cette année avec une toute nouvelle voiture, assez différente de celle de l'année dernière. C'est assez risqué quand on voit l'avance qu'ils avaient en 2023. Pourtant, ils l'ont confirmé dès les essais de pré-saison. S'ils n'avaient pas tenté de tout changer, les autres écuries auraient fini par les rattraper. Donc on part sur une nouvelle voiture qu'il va falloir comprendre et développer tout le long de la saison. À l'heure actuelle, la Red Bull est une bonne voiture dans le haut du panier, mais elle n'est pas aussi dominante que l'année dernière. En fait, elle est même souvent en difficulté. Non, ce qui fait la vraie différence, c'est leur champion, Max Verstappen. Plus de victoires faciles 30 secondes devant tout le monde. Là, il doit se battre et la moindre erreur ou le moindre pépin technique peut lui faire perdre l'avantage. Depuis le début de la saison, il a gagné 7 courses sur 14. Alors oui, c'est beaucoup, et c'est ce qui explique son avance, mais ça n'est que la moitié des victoires. L'année dernière, il n'avait perdu que 3 courses sur les 23 de la saison. Des défaites cette année, causées parfois par des problèmes techniques, mais surtout par un manque de performance par rapport aux concurrents. Alors ça n'empêche pas que Verstappen est un excellent pilote, et cette année lui permet d'à nouveau nous le montrer. Au Canada par exemple, les conditions météo changeantes rendaient le pilotage très technique. C'est vraiment ses capacités de pilotage qui lui ont permis de finir devant la McLaren de Norris et la Mercedes de Russell. À côté de ça, il n'a rien perdu de sa combativité. On peut le voir en Autriche face à Norris, et tout ça réuni lui permet de rester compétitif. Même quand il ne gagne pas, il fait tout pour gagner le maximum de points pour limiter la casse. Il est clair qu'il va continuer sur cette lancée pour le reste de la saison, à voir si Red Bull réussit à lui donner une voiture capable. A l'inverse, son coéquipier brille par son absence aux avant-postes. En effet, face à Verstappen, Sergio Pérez est beaucoup plus en difficulté. Il est 146 points derrière son coéquipier, pointant ainsi à la 7ème place du championnat pilote. Et contrairement à 2023 où il avait obtenu 2 victoires en début d'année, là il n'a jamais été suffisamment proche de Verstappen pour se battre pour des victoires. En fait, il se bat même plus pour des podiums, la plupart du temps il essaye simplement d'atteindre le top 10 ou d'y rester pour marquer des points. Globalement, le gros problème de Pérez commence en qualification, surtout depuis le Grand Prix d'Imola. Avant ça, pour les 5 premières courses, il se qualifiait entre la 5e et la 2e place, ce qui est bon. Mais depuis Imola, c'est 4 éliminations en Q1, une en Q2 et 2 8e places anonymes à presque 1 seconde de son coéquipier. Et après ça, il n'arrive pas à remonter en course et se bat avec les pilotes de milieu de plateau. Même en Belgique, alors qu'il s'est qualifié 3e, il ne termine que 7e. Souvent, il finit derrière Verstappen alors que ce dernier a des problèmes techniques ou même des contacts avec d'autres pilotes. Ça met Pérez en difficulté au classement des pilotes, mais c'est aussi un problème pour Red Bull. Impossible de faire des stratégies d'équipe quand un pilote se bat pour la première place
et l'autre pour la 6e. Alors que face à eux, Ferrari, McLaren et Mercedes ont des pilotes de même niveau et peuvent donc jouer ensemble. Malgré ses performances moyennes, Pérez a bel et bien re-signé avec Red Bull pour 2025 et 2026. Ce qui est assez étonnant parce que contrairement à l'année dernière, Red Bull n'est pas assuré de gagner le championnat. Pérez marque peu de points ces derniers temps alors que les autres équipes se rapprochent. Certes, l'avance de Verstappen les aide, mais s'il vient à gagner de moins en moins, ça peut se jouer à peu de points. Donc à voir si Pérez reste bien chez Red Bull pour encore 2 ans, l'écurie autrichienne a déjà cassé des contrats de pilotes avant leur fin, parfois même en milieu d'année. Pour l'instant, il ne semble pas question de virer Pérez et Red Bull a réaffirmé sa présence dans l'équipe jusqu'à la fin de l'année. Il faut voir s'il parvient à remonter son niveau du jeu pour la deuxième moitié de la saison. Il semble quand même clair qu'il sera lâché à la fin de l'année, à moins d'un miracle ou qu'un de ses sponsors sorte un très très gros chèque. On a bien parlé de l'écurie championne du monde en titre, passons à présent à ses plus grands adversaires, McLaren. C'était la grosse surprise de la saison 2023, passant des dernières places en début d'année à se battre pour des podiums chaque week-end à la fin. Et McLaren a très bien commencé l'année en étant parmi les top teams dès le début. S'ils arrivent à prendre leur premier podium lors de la 5e course, c'est bien le week-end suivant à Miami que McLaren devient la vraie deuxième force du plateau au coude à coude avec Red Bull. L'écurie amène 10 grosses améliorations ce week-end-là, un pari risqué puisqu'il s'agissait d'un week-end sprint, donc avec beaucoup moins de temps pour tester et régler ces nouvelles pièces. Mais ça a parfaitement fonctionné. À partir de Miami, McLaren est monté sur chacun des 8 podiums pour un total de 10 depuis le début de l'année et a même obtenu 2 victoires, Miami et la Hongrie. Justement, parlons-en de ce vainqueur de Miami. Lando Norris a enfin obtenu la première victoire de sa carrière lors de sa 6e saison de Formule 1. Une vraie délivrance au terme d'une course complètement folle après un abandon en course sprint. Alors je vais pas vous mentir, j'étais très heureuse de voir ça. Et à partir de cette victoire, Norris s'est battu pour les victoires à chaque course. Il compte à l'heure actuelle 7 podiums en plus de sa victoire à Miami et il passe souvent proche de la première place. La bataille est rude avec Verstappen et elle atteint un premier pic en Autriche où Norris abandonne après un contact avec le néerlandais à la bataille pour la première place. Norris est obligé d'abandonner pour la première fois de l'année. Les deux ne semblent pas en mauvais termes pour autant, mais ça promet une très grosse bataille entre eux jusqu'à la fin de l'année. On a très hâte de voir ça. Surtout que depuis le Grand Prix d'Espagne, Norris est 2e du championnat devant Charles Leclerc. Mais Lando Norris n'est pas le seul pilote McLaren. À ses côtés, Oscar Piastri fait une très bonne 2e saison en F1, malgré pas mal de malchance. Des contacts, une pénalité par-ci, des erreurs en qualification par-là, plein de petits détails qui font la différence entre lui et Norris. Cependant, c'est très loin d'être catastrophique. Piastri obtient quand même 3 secondes places et marque des points dans toutes les courses, sauf une. Une régularité qui lui permet d'être 5e au championnat. Il arrive à faire la différence quand Norris n'est pas au top et rapporte beaucoup de points à son équipe. Il est à la fois un team player qui respecte les consignes d'équipe et en même temps il sait se montrer agressif même envers son coéquipier. Bref, c'est une très bonne saison pour Piastri qui continue de monter en puissance. Surtout que lui aussi parvient à remporter sa première victoire. En effet, c'est bien Piastri qui remporte le Grand Prix de Hongrie. Et ça va nous permettre de parler des 2 gros problèmes de McLaren à l'heure actuelle, la gestion des pilotes et l'exécution des courses. En Hongrie, alors que Piastri finit premier et Norris 2e, McLaren n'a pas su gérer correctement la situation. D'un côté, ils ont favorisé la stratégie de Norris avant de lui faire comprendre qu'il devait en fait laisser Piastri gagner. Alors les consignes d'équipe, ça existe, mais au lieu de parler clairement à Norris, ils vont passer par des manières détournées, sans être clairs, allant même jusqu'à faire du chantage affectif en plein milieu de la course. De son côté, Piastri est désavantagé alors qu'il était devant, et sa toute première victoire lui semble offerte par Norris alors qu'il avait juste très bien piloté.
Son accomplissement est en fait grandement atténué à cause du drama dont les pilotes ne sont même pas responsables. Si les deux pilotes semblent toujours en très bons termes, ce qui est très positif pour des coéquipiers, McLaren va devoir être prudent pour éviter que leur relation ne se dégrade, mais aussi pour éviter qu'ils ne perdent confiance en leur équipe. Et ça aussi, ça va pas être facile. McLaren a la voiture et les pilotes pour gagner à chaque fois. Et pourtant, ils n'ont que 2 victoires. Dans l'exécution, l'équipe a du mal, surtout dans les stratégies et les prises de décision. Norris, 2e au championnat, est à 78 points de la première place, alors qu'il pourrait être bien plus proche. Pareil pour le championnat constructeur, McLaren n'est qu'à 42 points de Red Bull, mais pourrait quasiment être devant à l'heure actuelle. On espère que la pause estivale permettra à l'équipe de se remettre en jambes et que les pilotes pourront continuer à se battre pour des victoires avec plus de réussite. Passons à présent à la 3e meilleure équipe pour l'instant, Mercedes. Après une année 2023 difficile, 2024 ne commençait pas très bien non plus. Mercedes semblait au niveau d'Aston Martin, entre la 4e et la 5e place des équipes, loin des podiums et des victoires. En qualification comme en course, Russell et Hamilton se battent pour rester dans le top 10. Malgré son palmarès, c'est Hamilton qui semble le plus en difficulté. Durant les 8 premières courses, il se bat entre la 6e et la 9e place, ce qui est très décevant pour un tel champion dans une telle équipe. Russell, même s'il s'en sort mieux, reste très loin des podiums. Enfin ça, c'était jusqu'au Canada. Mercedes amène plusieurs grosses évolutions, ce qui n'est pas forcément positif pour eux. Depuis 2022, l'équipe galère à faire évoluer sa voiture. En conséquence, les performances sont irrégulières et rarement au top. Mais il semblerait que Mercedes ait enfin trouvé la solution. Au Canada, Russell prend la pole position et se bat aux avant-postes jusqu'à terminer sur le podium. Parti 7e, Hamilton remonte à la 4e place à moins d'1 seconde de son coéquipier. Mais mieux que ce bon résultat, les 2 Britanniques réussissent à poursuivre ces bons résultats. 5 podiums dont 3 victoires après le Canada. Hamilton obtient même une victoire à domicile à Silverstone devant son public alors qu'il n'avait pas remporté de course depuis 2 ans et demi. De son côté, Russell obtient donc un podium et une victoire, mais il termine cette première partie de saison sur beaucoup de malchance. Pendant les qualifications en Hongrie, son équipe ne lui met pas assez d'essence, ce qui le force à partir 17e. Il fera une belle remontée jusqu'à la 8e place, tandis que son coéquipier termine sur le podium. Le Grand Prix suivant, en Belgique, le dernier Grand Prix avant la pause, il réussit une course magnifique qui lui permet de terminer premier. Malheureusement, il est disqualifié après que sa voiture soit pesée en dessous de la limite autorisée. C'est donc son coéquipier, Hamilton, qui récupère la victoire. Malgré ses erreurs, Mercedes semble être revenu sur le devant de la scène. Les 2 pilotes sont en grande forme, la voiture est performante, mais comme McLaren, l'équipe a parfois des problèmes d'exécution, comme on l'a vu avec Russell. Tout comme leurs rivaux, Mercedes va devoir continuer sur sa lancée s'ils veulent continuer à amasser des podiums et des victoires. Après ces bonnes performances, parlons de la 4e top team, Ferrari. Et là, c'est moins glorieux. Pourtant, ça avait bien commencé. L'équipe démarre très bien la saison en étant la 2e meilleure écurie derrière Red Bull. Sainz et Leclerc enchaînent les top 5 et obtiennent chacun une victoire, à commencer par le Grand Prix d'Australie. C'est une très belle victoire de Sainz. Alors certes, Verstappen abandonne dès le 4e tour, mais même sans abandon, Sainz aurait sans doute pu se battre pour la victoire. Mais surtout, c'est seulement 2 petites semaines après son opération de l'appendicite, donc on est vraiment sur une sacrée performance. Et la seconde victoire de Ferrari, c'est le Grand Prix de Monaco. Oui, enfin Charles Leclerc a réussi à remporter son Grand Prix à domicile. Depuis le début de sa carrière en F1 en 2018, le Monégasque n'était jamais monté sur le podium de Monaco. En 7 ans, il n'avait fini la course que 2 fois. Il est tellement malchanceux qu'il a subi 5 abandons dus à des problèmes techniques ou à des crashs. Mais voilà, c'est fait.
Après 8 ans en Formule 1, Leclerc décroche la victoire devant tout un état fou de joie. Pour l'anecdote, même le prince Albert a pleuré pendant le podium parce que c'est lui qui remet le trophée. Encore une fois, j'étais vraiment ravie. C'était une victoire méritée et en plus, depuis le temps qu'on attendait ça. Le problème, c'est que depuis Monaco, Ferrari n'est monté que 2 fois sur le podium. Et encore, c'est un peu par hasard. En Autriche, les 2 premiers se percutent et perdent de nombreuses places, ce qui permet à Sainz de finir 3e. De l'autre côté, Leclerc finit 3e en Belgique parce que Russell est disqualifié. Donc ce ne sont que 2 podiums et un peu par chance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Juste après Monaco, au Canada, c'est pas de chance, les conditions météo sont un peu spéciales et l'équipe va un peu trébucher sur elle-même. Résultat, les 2 pilotes partent 11e et 12e et ne finiront même pas la course. On se dit donc que Ferrari va rebondir et revenir plus fort pour le Grand Prix d'Espagne et après. Sauf que non, parce que Ferrari amène des modifications en Espagne censées améliorer la voiture. C'est raté pour cette fois, les améliorations ne fonctionnent pas et l'écurie galère pendant toutes les courses suivantes, perdant des places au championnat des pilotes et au championnat par équipe. Pour eux, la mission à la rentrée est très claire. Retrouver leur performance de début de saison. Hors de question pour Ferrari de rester loin de la bataille, surtout maintenant que Red Bull est en galère. Et c'est pas la fan de Ferrari que je suis qui parle, c'est tout simplement que Ferrari est une très grosse équipe qui a donc envie de se battre devant. Il va falloir voir à quel point l'écurie aura réussi à redresser la barre pendant la pause. D'un point de vue personnel, Ferrari, vous l'avez compris, c'est une de mes équipes préférées, donc j'espère vraiment qu'ils vont réussir à revenir se battre pour des victoires. Vous avez dit catastrophe ? Parlons de catastrophe, parlons français, parlons alpine. On va dire les termes, c'est le chaos dans cette équipe. Commençons par les pilotes. Ils s'aiment pas. Voilà, la rivalité entre Ocon et Gasly est très forte, les deux se battent souvent sur la piste, parfois jusqu'à l'accident, comme à Monaco. À côté de ça, la voiture n'est pas rapide, et l'équipe ne marque que 11 points en 14 courses. Ils marquent leur premier point lors de la 6e course, ce qui est très tard, et pour l'instant ils sont la 8e équipe sur 10 au championnat constructeur. La voiture semblait s'améliorer progressivement, les 2 pilotes finissaient de plus en plus dans les points, mais d'un autre côté, Alpine a subi des problèmes de fiabilité. En gros, la voiture va plus vite, mais ils ont beaucoup plus de pannes et de problèmes techniques. Résultat, les pilotes finissent parmi les derniers. Et là, on ne parle que des problèmes sur la piste, parce que en interne, c'est encore plus le bazar. Après seulement 1 an à la tête de l'équipe, le team principal est remercié et remplacé en plein milieu d'année. Au tout début de la saison, le directeur technique et le chef du pôle aérodynamique avaient posé leur démission. Toujours cette année, Flavio Briatore revient chez Alpine en tant que conseiller exécutif. Et pour vous la faire courte, Briatore a été le directeur de l'écurie Renault, l'ancien nom d'Alpine, dans les années 2000. Il a permis de gagner 2 championnats du monde, mais il est aussi connu pour être l'instigateur du plus gros scandale de tricherie dans la F1 moderne, le Crashgate. On pourra en parler une autre fois, mais vous comprenez qu'en termes de réputation, c'est pas fou, même s'il a beaucoup de connaissances et de contacts. Et coup dur supplémentaire parmi tout ça, les directeurs de la marque Alpine ont pour projet de fermer l'usine de production de moteurs de Formule 1 pour des questions de budget et de performance insuffisantes. L'usine, qui se trouve en France, comprend 200 personnes qui travaillent sur la fabrication des moteurs Renault F1. Alors toutes ces personnes ne perdraient pas leur travail, pas du tout, mais ils seraient redirigés vers d'autres parties d'Alpine, comme les voitures de route. Le problème, c'est que beaucoup de ces gens sont des passionnés du sport qui n'ont pas forcément envie de quitter la F1. Il y a donc un gros risque que beaucoup d'ingénieurs talentueux quittent Alpine pour aller chez la concurrence. Alors pour l'instant, ce n'est qu'un projet, il y a de nombreuses obligations administratives et légales qu'Alpine doit respecter, mais ça reste quand même un projet très sérieux. D'ailleurs, l'équipe a entamé des négociations avec Mercedes pour acheter leurs moteurs à partir de 2026. Parce que oui, petite parenthèse, les écuries peuvent complètement acheter des moteurs à d'autres équipes.
Bref, ça fait beaucoup de chamboulements pas super positifs dans l'équipe, en plus de la voiture qui ne marche pas très bien. On comprend un peu mieux pourquoi Ocon a décidé de changer d'équipe à la fin de l'année. On espère qu'Alpine va se stabiliser en interne et se concentrer sur les évolutions pour améliorer leurs résultats. Leurs deux pilotes sont très bons, donc vraiment, il n'y a plus qu'à. Bravo si vous êtes encore là, surtout si la F1 ne vous intéresse pas vraiment. Promis, je vais essayer de faire un petit peu plus court pour la suite. On continue un peu dans les déceptions de cette saison avec Aston Martin. C'était la grosse surprise de 2023 avec un début de saison canon et de nombreux podiums. Malheureusement, l'écurie n'a pas su se maintenir et a fini 5ème dans l'anonymat le plus total. On espérait les voir revenir au top en 2024, mais non. L'Aston Martin n'est encore une fois que la 5ème ou 6ème meilleure voiture, avec des performances pas folles dans le milieu de grille. Rien d'exceptionnel, pas d'exploit, même le double champion du monde Fernando Alonso n'arrive pas à faire de bons résultats. C'est d'autant plus décevant que l'équipe est stable, recrute de très bons ingénieurs et a un très gros budget avec une usine flambant neuve. Ce qui fait aussi grincer des dents, c'est le pilote Stroll, fils du propriétaire de l'écurie, qui reste dans l'équipe malgré ses performances depuis plusieurs années. Alors il n'est pas mauvais, loin de là, mais il est moyen, et il semble évident qu'il a un CDI chez Aston grâce à son père. Pourtant, il n'est clairement pas le problème principal de l'écurie, qui manque de performance de toute façon. Du coup, comme on sait pas trop pourquoi l'écurie n'est pas très forte, on ne peut qu'attendre et voir si l'équipe arrive à s'améliorer pour le reste de 2024. À peu près au même niveau d'Aston, on retrouve RB, aussi appelé V-Carb ou Racing Bulls, et leur situation est tout aussi compliquée que leur nom. Très bien parti au début, RB est un peu dans la tourmente. Comme Ferrari, l'écurie a apporté des améliorations qui n'ont pas fonctionné, ce qui leur a fait perdre leur performance. Donc comme Aston, il va falloir voir à la rentrée à quel point ils seront capables d'améliorer leur voiture. D'un autre côté, l'écurie va devoir rapidement prendre une décision concernant son second pilote, Ricciardo. C'est un petit peu compliqué, mais pour faire simple, RB est la seconde écurie de Red Bull, donc les deux travaillent ensemble. Côté pilote, Red Bull a Pérez qui va peut-être partir à la fin de l'année, et RB a Ricciardo et Tsunoda qui veulent prendre sa place. Et en plus, on a 3 jeunes pilotes de l'académie qui ont aussi envie d'obtenir une place. Et s'ils n'en ont pas, ils iront voir ailleurs. Bref, c'est encore un bon bazar dont il va falloir se dépêtrer. D'un côté plus positif, As s'en sort beaucoup mieux que prévu. Ils sont 7ème à seulement 7 points de la 6ème place. Ils avaient fini dernier en 2023 et tout le monde les voyait tout derrière dès le début de l'année. Eux-mêmes avaient annoncé leur futur manque de résultats. Et pourtant, non, l'équipe s'en sort vraiment pas si mal, avec notamment 2 6e places pour Hülkenberg. Le problème de Haas jusqu'à présent était qu'ils ne développaient pas vraiment leur voiture. Donc ces résultats sont positifs, mais il faut que l'écurie amène des améliorations jusqu'à la fin de l'année. Et pour finir, parlons des 2 dernières écuries, Williams et Sauber. Les deux sont également très décevantes, ayant respectivement 4 et 0 points au championnat. Les deux sont quasi tout le temps dans les derniers, avec très peu de coups d'éclat. Alors, quel avenir pour eux ? Eh bien sans doute pas grand-chose en 2024. On peut avoir des surprises, bien sûr, toujours, mais à l'heure actuelle, c'est peu probable. En revanche, ce sont 2 équipes tournées vers l'avenir. Du côté de Williams, beaucoup de bons changements arrivent. De nombreux investisseurs sont arrivés et injectent des fonds dans cette petite écurie. Beaucoup d'ingénieurs talentueux ont été recrutés et vont arriver petit à petit. Le team principal a effectué énormément de changements en interne, en particulier dans les méthodes de travail. En plus de tout ça, Williams accueillera Carlos Sainz en 2025, un excellent pilote actuellement chez Ferrari. Avec Albon qui reste, l'écurie va avoir un très bon duo de pilotes. Du côté de chez Sauber, ils n'ont toujours pas le moindre point après 14 courses. La voiture n'est pas bonne, les 2 pilotes ne s'en sortent pas, bref, je pense qu'il n'y a rien à en tirer pour la seconde partie de l'année. Pour 2025, c'est déjà différent.
on connaît un des deux pilotes qui seront dans l'équipe, et c'est Hülkenberg, un pilote solide avec beaucoup d'expérience. On sait aussi qu'en 2026, l'équipe deviendra l'équipe Audi en bon français, avec un moteur tout neuf et une voiture créée par une marque reconnue dans le sport auto. Sauber va sans doute essayer de limiter la casse en attendant les gros changements de 2025, mais surtout ceux de 2026. Voilà pour ce tout premier podcast, j'espère vraiment que ça vous a plu. J'ai beaucoup parlé, je suis désolée. La F1 c'est vraiment un sport qui me passionne et je voulais commencer par ça pour me donner du courage et pour me motiver pour lancer ce tout nouveau podcast, ce tout nouveau projet. Si jamais vous avez des idées de sujets sur ce thème, sur la Formule 1, ou si vous voulez un podcast un peu plus explicatif sur ce qu'est le sport, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez pas rater les prochains podcasts, je vous invite à vous abonner au compte Instagram Dans ton canapé podcast. Je peux déjà vous dire qu'on parlera cinéma dans le prochain épisode. Je sais pas quand il sortira, parce que là je vais partir en vacances, mais je vais tout donner et j'espère que vous serez au rendez-vous. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, soirée ou nuit, et je vous dis à bientôt dans ton canapé.